Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon de manière simple, décontractée et fun. Moi, c'est Delphine Pinon, seule ou avec mes invités. Je parle aussi bien de budget et de notre rapport à l'argent que de placements financiers pour notre épargne. Budget Chéri est le seul podcast où l'on parle de vos préoccupations d'argent au quotidien. Pourquoi est-ce que je me sens obligée de faire des cadeaux qui coûtent cher? Comment tenir un budget avec un ou une panier percé à la maison? Ou encore, pourquoi ai-je toujours le sentiment que les autres s'en sortent mieux que moi? Comme les fêtes approchent à grands pas, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode numéro 8 intitulé « Le juste prix des cadeaux de Noël » pour mieux comprendre le lien intrinsèque que nous faisons tous entre l'amour qu'on porte aux autres et la valeur du cadeau. Je voulais également vous dire que j'ai de grandes ambitions pour ce podcast. Je souhaite aller chercher des invités de plus en plus incroyables. Et savez-vous qu'un des meilleurs moyens de convaincre un invité, c'est de lui montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast et à le faire savoir sur Apple Podcast, l'application de podcast d'Apple. Alors si c'est pas encore fait, allez ajouter un commentaire 5 étoiles maintenant. C'est le meilleur moyen de convaincre mes futurs invités de se livrer comme jamais derrière mon micro. Et c'est ce qu'a fait Nico Réagi en écrivant ceci. Le podcast qu'il manquait à ma collection. Je découvre et j'adore. Ce sujet est passionnant et Delphine est une animatrice en or. La voix, la bonne humeur et l'optimisme qu'elle partage me filent une folle banane. J'apprends à chaque épisode et je vous conseille d'ajouter ce podcast irremplaçable dans votre playlist sans tarder. Merci énormément Delphine pour tout ce partage. C'est un nouvel épisode centré sur l'investissement que je vous propose aujourd'hui. C'est un peu l'investissement chouchou des actifs qui payent trop d'impôts. Vous voyez de quoi je veux parler, c'est bien entendu le Pinel. Ce fameux dispositif de défiscalisation via l'immobilier portant le nom de la ministre du Logement qui l'a mis en place il y a quelques années. Impossible de ne jamais en avoir entendu parler. Internet regorge de pubs en tout genre pour des programmes neufs labellisés Pinel. Votre conseiller bancaire aussi a dû vous en parler. Votre mère a dû vous en parler. Et dès que vous entendez « je paye trop d'impôts », il y a toujours quelqu'un pour dire « tu devrais acheter en Pinel ». Et pourtant, je n'ai jamais caché mon désamour du Pinel derrière ce micro. Je le trouve d'abord trop peu rentable et bien souvent très mal vendu et à des gens mal informés. Alors en quoi consiste exactement ce dispositif d'investissement locatif? Pourquoi cette obsession autour du Pinel? Est-ce un investissement intéressant ou non? À qui profite le plus le Pinel? Existe-t-il des leviers de rentabilité méconnus? Et pourquoi est-ce que, au final, je n'aime pas le Pinel? Mon invitée du jour a la particularité d'être à la fois une anti-Pinel, mais aussi une pro-Pinel. Vous allez me dire, comment est-ce possible? Nathalie Thésée a fait une bonne partie de sa carrière en banque, puis après un bref passage chez un promoteur immobilier, elle a décidé de créer sa propre société, Bâti Patrimoine, pour aider les investisseurs à faire un projet de maison en Pinel et sans promoteur immobilier. Car la clé de la rentabilité, elle est là, faire son propre projet Pinel, notamment en maison neuve, pour se passer d'intermédiaire. Sauf que ce ne sera bientôt plus possible suite à un changement législatif qui exclut la maison neuve du dispositif Pinel. Quel dommage! Nathalie était donc d'autant plus à l'aise d'en parler avec moi qu'elle a arrêté ses activités Pinel récemment et elle m'a également raconté comment elle a développé une nouvelle activité d'investissement immobilier encore plus rentable pour ses clients. Sur ce, je vous laisse en notre compagnie et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Nathalie! Bonjour Delphine. Je pense que tu ne le sais pas, mais tu es la première femme que je reçois dans le podcast sur la thématique de l'investissement, donc ça me fait super plaisir. Ah, très bien. Écoute, très contente d'être la première à ce moment-là. J'avais reçu un couple, Guillaume et Émilie de Club Immobilier pour parler de leur parcours d'investisseurs, mais effectivement, c'est quand même... faut le dire, suffisamment rare pour le souligner, d'avoir la possibilité de recevoir des expertes femmes, et pourtant il y en a, mais sans doute pas assez. Donc voilà, je suis très très contente que tu aies répondu positivement à mon invitation pour parler de ce sujet que j'avais envie de traiter depuis très longtemps. On va parler du Pinel aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors Nathalie, je vais te présenter un petit peu pour les auditeurs. Tu es la cofondatrice, je crois, de Bâti Patrimoine. Alors non, fondatrice, toute seule, pour le coup, toute seule, ouais. Eh ben, dis donc, j'ai voulu t'enlever du crédit, ça ne va pas du tout. C'est pas grave.
Donc, fondatrice de Bâti Patrimoine, c'est une société que tu as montée pour aider des clients à monter des projets Pinel par eux-mêmes sans promotion immobilière, sans promoteur immobilier. Et puis, ça a un peu évolué récemment. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Mais maintenant, aujourd'hui, tu ne t'intéresses plus qu'à l'immobilier défiscalisant, mais tu proposes aussi d'autres vecteurs d'investissement immobilier pour tes clients. C'est ça, on s'est un peu diversifié, ça fait 5 ans qu'on existe maintenant et effectivement, il y a eu une actualité fiscale forte, qui nous on pourra en reparler après, mais qui nous a obligés effectivement à revoir un petit peu, notre mode d'organisation et les supports proposés. Alors j'ai lancé un appel sur LinkedIn pour trouver mon intervenant. Voilà, comme je le disais, ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur le dispositif Pinel et je cherchais l'intervenant. Voilà, que j'avais envie de recevoir sur cette thématique parce que c'est pas évident. Les auditeurs qui me suivent depuis longtemps savent que bon, je suis pas forcément hyper fan de cet investissement qui pourtant est phare. J'ai envie de dire, on voit partout, il y a des pubs partout, on en parle partout. Enfin, on a l'impression que si on fait pas un Pinel, on a raté sa vie C'est un vrai. peu. Et, euh, et du coup, moi, je cherchais le bon intervenant, c'est-à-dire quelqu'un qui soit pas complètement un amoureux de Pinel, parce que j'aurais pas pu, si tu veux, avoir quelqu'un en face de moi qui défendrait le Pinel bec et ongle. Et en même temps, je voulais pas non plus avoir quelqu'un qui partage exactement le même point de vue que moi sur le Pinel, c'est-à-dire voilà, qui estime que c'est pas forcément l'investissement du siècle. Et en fait, tu étais cette personne parfaite. Quelqu'un t'a recommandé à moi et voilà, on a eu un super beau contact. Et ton activité fait que, en fait, t'es à mi-chemin entre, oui, il y a en fait, ton point de vue, et tu vas l'étayer évidemment tout au long de cet entretien, mais c'est qu'il y a du bon et du moins bon dans le Pinel, et toi, t'as décidé de garder que le bon, quoi. Ben, j'espère, en tout cas, c'est ce que j'ai cherché à faire, hein. Donc, je vais voir si j'arrive à vous convaincre de mon point de vue, mais effectivement, j'ai essayé de mettre de côté tous les travers du Pinel pour effectivement garder les côtés les plus attractifs. Ouais. Mm. Alors, ton parcours, Nathalie, t'as commencé en banque, toi. T'as même fait un long parcours en banque. Ouais, tout à fait. J'ai fait quasiment 20 ans de banque, différents métiers, donc des postes comme administratif, comme chef de produit. Donc, je créais des produits dans un siège bancaire. Qui, pour ne pas le citer, était le Crédit Mutuel à l'époque, Crédit Mutuel de Bretagne, parce que je suis bretonne. Et puis j'ai fait de la formation également. J'ai également piloté à un moment donné le passage à l'euro sur la banque, puisqu'il y avait eu le passage du franc à l'euro qui avait été un moment un peu difficile pour les banques avec la nécessité de former le personnel, les clients, Hmm. etc. Donc des missions un petit peu administratives et puis un plus long parcours cette fois-ci sur la gestion de patrimoine. Alors, c'est quoi la gestion de patrimoine? Ça parle pas forcément à tout le monde. C'est accompagner des clients sur des problématiques patrimoniales. Donc là, tu vas me dire, on comprend toujours pas ce que tu nous dis. Donc, je vais prendre des exemples tout simples. C'est que, par exemple, aider les gens à préparer leur succession, Hmm. ou plus simplement aider des gens à placer des capitaux importants, c'est-à-dire vous recevez une grosse somme d'argent parce que vous héritez ou vous vendez un bien immobilier, vous ne savez pas comment vous placez votre argent. Ben, j'étais là pour accompagner les gens dans ces virages patrimoniaux, en fait. Ok. Et alors, pourquoi t'es partie de la banque? Envie de faire autre chose, envie d'un autre horizon. J'ai été approchée par un promoteur immobilier. Alors on va se dire, c'est bizarre comme parcours, mais pas complètement, puisque un des supports de la gestion de patrimoine, bah, c'est l'immobilier, c'est-à-dire qu'un des Hmm. conseils qu'on peut donner à un client, c'est d'investir dans l'immobilier. Et moi, j'ai toujours été très tournée sur cette composante du patrimoine. Et au final, je me suis dit, bah, comme l'immobilier, c'est quelque chose que je conseille très régulièrement, pourquoi pas découvrir le monde de la promotion immobilière. Donc, c'est un monde dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. Pas très longtemps, en fait. 2 ans seulement. Et du coup, le type d'investissement que tu conseillais à l'époque en banque, c'était les ancêtres du Pinel ou Exactement. Ouais, ouais, c'était ouais, déjà de ouais. l'immobilier défiscalisant en fait, c'est ça? Effectivement, en fait, faut savoir que la Pinel, avant, c'était du flot. On a
Périssol, du Meignery, enfin bref, tous les ministres du logement ont donné leur nom à la loi. C'est des régimes qui existent de mémoire, je crois, depuis 1985, donc c'est très vieux, hein. Alors les régimes ont évolué, ils n'ont pas toujours fonctionné exactement de la même manière, mais l'idée fondatrice est quand même la même, c'est-à-dire qu'on aide les particuliers à investir dans l'immobilier neuf. En contrepartie, ils ont le droit à une réduction d'impôt. Donc il y a quand même une base commune à tous ces dispositifs qui est celle-ci. Et alors, tu fais donc 2 ans en promotion immobilière et qu'est-ce qui te donne l'envie ensuite on en reparlera, je pense, de cette expérience en promotion immobilière parce qu'elle est pas anodine dans ton parcours, mais qu'est-ce qui te donne l'envie d'entreprendre en fait, de prendre une autre voie? Je pense qu'on a tous des moments où on se pose des questions sur sa vie, sur ce que nous apporte, en fait, le travail et je suis partie en vacances en étant, on va dire, pas complètement satisfaite de ce que je trouvais dans la promotion immobilière. C'était un milieu qui était totalement différent de la banque. Il y a certains travers qui me déplaisaient et au final, je me suis dit, pendant ces grandes vacances, est-ce que ce serait pas le moment de tenter l'aventure, effectivement, de créer une société. L'âge avançant, je me suis dit, c'est peut-être le moment là ou jamais. Et c'est surtout que j'ai des amis qui m'y ont poussé énormément, puisqu'en fait, le métier que je fais chez Bâti Patrimoine, ben, en fait, c'est un métier que je faisais le week-end pour mes amis. Je les aidais à investir en fait en Pinel autrement. Et donc, je le faisais évidemment bénévolement, puisque moi-même, je l'avais fait en premier et j'aidais tous mes amis à le faire également de leur côté. Et en fait, ces amis-là me disaient sans arrêt, mais tu devrais en faire ton métier, c'est une vraie idée, c'est un vrai concept. Et puis un été, bah voilà, j'ai pris une feuille, un crayon et je me souviens encore, j'étais en vacances dans le sud, j'étais face à un lac et j'écrivais tout. Donc c'est venu comme ça et tout ce qu'il fallait que je mette en place pour arriver à mettre en place ce projet. Et je suis rentrée en début septembre en disant à mon employeur, bah voilà, je vais arrêter. En fait, je pense que la promotion immobilière, c'est pas fait pour moi. Parfait. Alors pour comprendre du coup, la voie que tu as pris, en montant Bâti Patrimoine, évidemment, il faut qu'on revienne sur, bah, c'est quoi le Pinel? C'est quoi l'essence de ce dispositif? Certains le connaissent, certains qui nous écoutent le connaissent, certains ont déjà même fait des rendez-vous avec, des conseillers, certains ont même déjà investi dans le Pinel, d'autres se posent la question. Mais partons de la base quand même. Essayons un peu présentons ce que c'est que ce dispositif dans les grandes lignes et là je te laisse la parole, toi l'experte. Ouais. Bon, on va essayer de faire simple parce que c'est vrai on peut vite se perdre dans plein de détails. Mais en fait, c'est très simple, c'est parti d'un constat, c'est qu'en France, il y a un manque de logements et l'État n'a pas forcément les moyens de faire des logements sociaux pour répondre à cette demande. Donc, ils ont utilisé finalement les particuliers pour les aider à créer ces logements nécessaires, mais il fallait une carotte, hein, et la carotte, elle est fiscale. Donc en fait, toutes les personnes qui achètent un bien neuf, alors c'est le bien neuf déjà rien qu'en soi, c'est un concept parce que ça revêt plusieurs aspects, la définition d'un bien neuf. En tout état de cause, c'est un bien qui n'a jamais été occupé. Donc déjà, ça c'est un premier postulat. Et après, ce bien neuf, ça peut être comme la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est acheter un appartement via un promoteur, ce qu'on appelle en vente en l'état futur d'achèvement, en VFA. Le mot VFA est très connu, c'est vente en l'état futur d'achèvement en fait. Et donc Sur plan, c'est ça que ça veut dire? exactement. Donc Mmh. on va dire que allez 95 voire peut-être même plus, j'ai pas les statistiques, mais là 95 des gens commencent à faire du Pinel par l'achat d'un appartement via un promoteur parce que c'est le support le plus connu. Mais en fait, il n'y a pas seulement la possibilité de le faire en VFA, on peut également construire soi-même son projet. Donc, c'est-à-dire trouver un terrain et construire une maison. Ça, c'est peu connu et c'est ce levier-là que moi j'ai utilisé. Et il y a également deux autres pistes, mais là qui sont moins utilisées, c'est la réhabilitation. Donc des logements qui sont complètement vétustes et où on redonne une utilisation conforme à un bien aujourd'hui avec de l'eau courante, etc. Ou alors une transformation de logement. Par exemple, vous avez des bureaux et vous faites un changement de destination et ces bureaux, vous le transformez en habitation et là aussi, ça rentre dans le Pinel. Donc c'est vrai qu'on parle toujours des appartements chez les promoteurs, mais la loi de finances est un peu plus complexe et il y a plus de modalités d'utilisation. Donc ça, c'est un bien neuf, c'est important.
il faut louer ce bien. Donc, c'est pas un bien qu'on achète pour y vivre. On peut pas avoir la réduction Pinel si on vit dans ce bien. C'est vraiment un bien qu'on va mettre à la location. Il faut que ce soit la résidence principale de ce locataire. Il faut également respecter un zonage, c'est-à-dire que l'État ne donne cet avantage fiscal que si vous allez dans certaines zones qui sont tendues d'un point de vue locatif, donc les grandes agglomérations. Si vous allez dans la Creuse, vous n'aurez pas d'avantage Pinel, très clairement, sans vouloir que ce soit péjoratif. Mais effectivement, l'État a déterminé des zones où il manque de logements et on a l'avantage uniquement si on va dans ces zones. Et par rapport à ces zones, il y a également l'obligation de respecter en fait un plafond de location. On ne peut pas dépasser un certain niveau de loyer pour le futur locataire. Et le locataire également ne doit pas dépasser certaines ressources. Donc, grosso modo, on ne veut pas que ce soit loué aux très riches et on veut que les loyers soient des loyers peut-être en tout cas de marché si possible, voire en dessous pour essayer d'aider les gens à louer des biens à des prix qui soient tenables. Il me semble qu'il y a encore pas mal de critères, mais il y en a un, on va peut-être pas tous les citer, hein. Il y en a un peut-être qui vaut le coup d'être cité, c'est qu'on peut pas faire du meublé dans le Pinel. Tout à fait. C'est la location nue. Parce qu'en fait, il faut être dans ce qu'on appelle la catégorie des revenus fonciers, mais là, ça devient très fiscal. Il faut absolument que le bien soit loué nu, autrement, vous n'avez pas le droit. Donc, par exemple, un logement étudiant que vous meublez pour le louer meublé, ça ne peut pas être du Pinel. Donc, il faut vraiment louer ce logement à un étudiant sans lui mettre les meubles. Il faut qu'on reste dans la catégorie des revenus fonciers. Alors, parle-nous un peu de la contrepartie fiscale. La fameuse carotte fiscale, celle qui fait investir les gens, des fois, sur des biens où c'est un non-sens pour moi et sans doute pour toi aussi, puisque j'ai bien compris que tu ne valides pas forcément tous les investissements Pinel. Effectivement, il y a le droit à une réduction d'impôt. Alors, une réduction d'impôt, déjà, ça veut dire quoi? Tout simplement, vous payez par exemple un impôt de 5 000 euros, le montant de la réduction va venir directement s'imputer sur cet impôt. Donc, vous payez 5 000, vous avez le droit à une réduction d'impôt de 4 000, et vous ne devrez plus que 1 000 euros à l'État, pour faire simple. Donc, on voit bien que c'est très attractif sur le papier. Donc, cette réduction, en fait, elle est fonction du montant de l'opération. Donc, c'est une réduction d'impôt de 2% par an les 9 premières années du prix de revient de l'opération. Donc, on va prendre un cas simple, je vais arrondir. J'achète un appartement qui vaut 200 000 euros. J'ai le droit la première année à 2% de 200 000. Ça fait 4 000 euros d'impôt en moins. Donc, tous les ans, je vais avoir le droit à ces 4 000 euros d'impôt en moins pour peu que je continue à louer mon logement, bien évidemment. Et je vais même pouvoir proroger encore de 3 ans puisque j'aurai le droit à une réduction d'impôt de 1% pour les années 10, 11, 12. Donc, au final, c'est 21% du prix de mon opération que je peux, si je loue jusqu'à 12 ans, récupérer. Donc, on voit bien que ça paraît très attractif sur le papier puisqu'on a quand même près d'un quart de notre bien qui peut être récupéré, du prix d'achat, qui peut être récupéré sur un avantage fiscal. Tu fais bien de préciser que c'est attractif sur le papier. Non, mais c'est vrai que, dit comme ça, effectivement, un projet d'appartement dans une ville, dans une grande agglomération ou sa périphérie, à 200 000 euros, sur lequel on peut faire un gain de 4 000 euros d'impôt, ça semble, si tu veux, dit comme ça semble assez idyllique. Du coup, allez, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Ouais. Elle est où l'arnaque? Alors, peut-être que le mot arnaque, il est un peu fort. Elle est où la désillusion? Il est où la subtilité? Elle est où la subtilité? En fait, c'est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez du neuf, vous achetez un prix au mètre carré qui est quand même assez important. Donc, alors, nous, on s'est amusé à faire une petite étude sur Rennes. Alors, je ne maîtrise pas toutes les villes de France, parce que moi, je suis toujours restée sur mon petit secteur breton. Ouais. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Bretagne, à part Rennes et la première couronne, Saint-Malo, grosso modo, on a le droit de faire du Pinel nulle part aujourd'hui en Bretagne. Donc, je suis vraiment sur le cœur du système en Bretagne. Donc, le marché rennais, en fait, on a fait une petite étude avec l'équipe pour comparer en fait les prix des programmes qui sont lancés en juin là sur cette année et on les a comparés avec des ventes qui se sont faites, qui
se sont faites dans ces mêmes quartiers. Donc, on a fait quartier par Dans quartier, l'ancien? rennais. Mmh. Alors, dans l'ancien, mais récent, c'est-à-dire des biens qui avaient 3-4 ans. OK, Donc, c'est des biens OK. similaires. C'est les mêmes normes thermiques. Ouais, C'est des biens qui ont été vendus il y a 3-4 ans, quoi, en neuf. C'était des OK. biens qui étaient estimés neufs. Donc, pour moi, les biens qui ont 3-4 ans, ils ont quasiment la même qualité que le bien neuf. Pour moi, c'est des biens similaires. Tout à fait. Voilà. Mmh. Et en fait, on s'est aperçu, quartier par quartier, qu'il y avait un écart énorme. Et donc, sur Rennes, on avait un écart moyen de 38%. C'est-à-dire que, voilà, un promoteur qui vous remet les clés, en moyenne, bah, votre bien, alors je dis bien en moyenne, hein, il y a toujours des cas d'exception, etc., mais j'avais un décalage de 38%. Donc, ça signifie que très clairement, monsieur le promoteur vous remet les clés, bah, dès le lendemain, vous savez que votre bien vaut 38% de moins. Alors, si on se rappelle bien, la réduction d'impôt, c'est 21%. Donc, ça veut dire que finalement, la réduction d'impôt que vous n'avez pas encore obtenue, puisqu'elle est allée sur 12 ans, il faut s'engager à louer 12 ans, bah, vous l'avez déjà perdue le jour où on vous remet les clés. Donc, c'est là où moi, le système me pose un problème. Alors, c'est pas du vol, c'est juste que les gens sont prêts à acheter à un prix très cher, juste pour avoir cette carotte fiscale, mais sans réfléchir combien vaut mon bien si je dois le revendre dès le lendemain. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut que l'immobilier progresse énormément pour que dans 12 ans, 15 ans, le jour où je vais revendre mon bien, j'arrive à retrouver le montant que j'ai investi en fait. Donc le deal est là. Il faut espérer, mais vraiment, il faut mettre voilà toute sa croyance là-dedans. Il faut espérer que le marché immobilier continue à se porter très bien et que je retrouve mon prix d'achat dans 15 ans grâce à la progression. Mais moi, j'ai envie de dire, je suis investisseur, je préférais que la progression, elle me revienne à moi et non pas juste récupérer ce que j'ai acheté un petit peu, entre guillemets, trop cher à l'origine. Et c'est là où je dis que le plus gros travers du Pinel, c'est ça. Les gens pensent faire une affaire parce qu'ils vont gagner 21% du prix de revient de l'opération, mais au final, ils l'ont déjà perdu le jour où on leur a remis les clés. Donc, c'est là où est le travers. Et Rennes, je ne pense pas être une exception dans le domaine. Je n'ai pas étudié toutes les villes en France, mais je pense que le phénomène est similaire un peu dans toutes nos grandes agglomérations. Je suis, hallucinée. Je suis hallucinée. En fait, je m'attendais à ce que tu me dises, peut-être, 18-25. J'ai fait il y a un petit moment, j'avais fait un épisode avec, mes désormais, amis, du site avenuedesinvestisseurs.fr. Eux-mêmes avaient fait, une analyse ou avaient trouvé des chiffres, si tu veux, et je me rappelle qu'on avait parlé de quelque chose de l'ordre de, 25 à 30. Mais c'était sur une étude qui datait. Enfin, bon, je suis pas sûre que les chiffres aient énormément changé, Ouais. mais 38%, c'est hallucinant. Alors, en fait, dans le neuf, l'écart s'est énormément creusé parce qu'en fait, moi, quand j'ai démarré mon activité il y a 5 ans, en fait, les appartements type 2 à Rennes, on les trouvait pas dans du centre-ville, mais dans des quartiers sympathiques, on les trouvait à peu près à un prix de 195 000. Aujourd'hui, ces mêmes appartements, ils sont vendus 230, 235. On a eu une envolée, mais vraiment une envolée des prix dans le neuf, hein, qui est complètement folle. Donc, c'est un écart qui s'est creusé. Donc, si on prend les chiffres très, très actuels, l'écart, il est vraiment impressionnant. Et je prendrais ces mêmes chiffres il y a 3-4 ans, je ne pense pas que j'aurais eu un écart aussi important. Donc, que les auditeurs comprennent bien, on achète un bien plus X%, en l'occurrence, 38% par rapport à sa valeur marché, enfin, ce qui vaudra, même 1 an après, hein. Tout à fait. Donc ça veut dire que même avec un gain fiscal de 21%, il faudrait que le bien se valorise au-delà de 17%, donc une vingtaine de pourcents, pour espérer faire une opération nulle, quoi, Ouais, c'est ça, c'est à exactement à ça. la revente. Et la probabilité de faire une plus-value, c'est-à-dire aujourd'hui en France, les marchés qui prennent encore 40% et plus, qui se valorisent à 40%, même sur une dizaine d'années, hein. Toi qui connais un peu mieux le secteur, c'est quoi? C'est rare, ultra rare, ou oh, c'est pas si rare que ça? Le marché rennais, je crois que les chiffres, c'est de l'ordre de 5% sur l'ancien, sur Rennes, sur un an. Donc, c'est pas aberrant. On a des marchés immobiliers qui peuvent prendre de la valeur. Mais Sur l'ancien. sur l'ancien, oui. Mais on a quand même deux facteurs qui militent pour le fait que le marché de l'immobilier risque de moins progresser que ce qu'on a connu quand même sur la dernière décennie. C'est déjà des taux extrêmement bas. Donc, en fait, quand on avait des taux hauts, le fait que les taux d'intérêt d'emprunt baissent, bah, ça aidait le marché à prendre de la valeur, puisqu'avec un taux d'intérêt plus faible, on arrivait à acheter un immobilier
avec un prix plus important, mais on n'a plus cette latitude puisque les taux sont historiquement bas et on est sur du 20 ans. À Rennes, on est en dessous de 1% de taux d'emprunt. Donc, on voit bien que la latitude pour que la baisse des taux nous aide à faire augmenter le prix de l'immobilier n'est plus là. En plus, on a des durées maintenant aussi qui sont très longues. À une époque, les banques ne prêtaient que sur 15-20 ans et aujourd'hui, c'est plutôt 20-25. Donc là, on voit aussi que c'est pas le levier de la durée de l'endettement qui va pouvoir aider également la progression. Et puis malheureusement, avec la période économique qu'on connaît, je suis pas sûre que les salaires augmentent énormément dans les années qui viennent, puisque avec la Covid, on va avoir des entreprises qui vont un peu souffrir, je pense. Donc, les augmentations de salaire sont pas le niveau du pouvoir d'achat va pas forcément non plus augmenter. On va pas avoir de grosses augmentations de salaire peut-être dans les années à venir. Donc, ça n'aidera pas non plus le marché de l'immobilier à progresser non plus. Donc, je suis pas sûre qu'on connaisse une progression comme on a connu par le passé. Alors, pourquoi les gens achètent dans le neuf? Est-ce que ils n'ont pas conscience de ces différences de prix au mètre carré? Ou est-ce que peut-être les personnes qui vendent du Pinel arrivent à faire passer d'autres arguments marketing comme étant super attractifs? Alors, on a parlé, il y a la carotte fiscale, ok, qui peut-être fait un effet, enfin masque tout le reste. Et puis il y a les frais de notaire réduits sur le neuf. Il y a pas d'entretien de la copro. Je sais que ça, c'est des arguments hyper importants. Ah oui, mais au moins, vous savez que les 10 prochaines années, vous n'avez aucun travaux dans votre copro. Tout à fait. Donc, des charges qui sont hyper réduites. Il y a même des promoteurs qui offrent des cuisines, qui offrent ce genre de choses. C'est là l'illusion. On essaye de cacher l'habillé et la mariée. Alors, moi, c'est vrai que j'ai pas envie non plus de jeter la pierre aux promoteurs parce que c'est un métier qui est pas facile, hein. C'est un exercice qui est difficile. Faut savoir que souvent les promoteurs font leur marge que sur les 2, voire peut-être les 3 derniers appartements. Pour qu'ils commencent à gagner de l'argent, il faut qu'ils aient tout vendu et finalement, c'est les derniers appartements qui leur permettent de faire le gain en fait sur l'opération. Et ils engagent des capitaux quand même qui sont très conséquents et ils prennent un risque important puisque une opération d'immeuble, c'est pas neutre. Et donc là, je salue quand même des gens qui ont le courage de se lancer dans ce genre d'opération. Moi-même, je le ferai pas, c'est des montants astronomiques. Mais effectivement, on a un système qui est un peu pernicieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs phénomènes. Déjà, le coût de la construction a énormément augmenté. Alors, l'État met de plus en plus de normes thermiques, de contraintes techniques, hein, donc ça fait augmenter le coût de la construction. Ça, c'est un des premiers paramètres. Alors, c'est très bien, hein, on paye moins de notes de chauffage, mais il ne faut pas se leurrer, hein, quand vous avez une norme thermique qui passe du BBC au RT 2012 et peut-être qui va passer à du passif sur la RT 2020 qui est à l'étude, ça se fait pas sans mal et ça augmente forcément le coût de la construction. Alors, vous diminuez votre note de chauffage, mais le montant de l'investissement est largement plus important aussi, puisque au niveau constructif, ça coûte plus cher de faire ce genre de choses. Vous avez également une rareté du foncier qui pénalise les promoteurs, c'est-à-dire qu'ils se battent tous sur les mêmes terrains. Donc, ça fait monter les prix parce que forcément, quand ils achètent un terrain plus cher, ça se répercute dans le prix après du logement, de l'appartement. Et puis, il y a un dernier phénomène qui, là, est un petit peu moins connu, ce sont les honoraires de commercialisation qui sont intégrés dans les budgets des promoteurs. Le promoteur vend par lui-même souvent une partie de ses logements, mais pas seulement. Il vend ses logements via des réseaux bancaires, des conseillers en gestion de patrimoine, des plateformes de vente. Et ces plateformes, des fois, peuvent prendre jusqu'à 14% d'honoraires de commercialisation. Donc ça, vous vous doutez bien que ça fait augmenter le prix de l'appartement. Il y a d'ailleurs une loi qui est passée cette année par l'État qui impose de limiter les honoraires à 10%, donc, ce qui paraît déjà énorme, hein, pour Oui. quand vous êtes un particulier, vous vous dites, bah voilà, la personne qui m'a reçu et qui m'a expliqué ce logement qui a peut-être passé 4-5 heures, elle va prendre des honoraires peut-être sur mon logement de 20 000 euros, quoi. Ça peut paraître astronomique, quoi. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Il y a tous ces réseaux de distribution qu'il faut rémunérer et qui pèsent fortement dans le coût du logement. Et ça, au final, c'est pas vraiment le promoteur en tout état de cause, puisqu'il le reverse à ses réseaux, mais il est obligé de le mettre dans le budget global de son immeuble, quoi. Alors, ce que tu dis, Nathalie, c'est que si on dit à qui profite le crime, c'est-à-dire ces 38% que toi tu payes en tant que particulier pour investir dans du neuf,
à qui profite le crime? Évidemment, spontanément, on a envie de taper sur le promoteur. On se dit: Exactement. «C'est lui qui s'en met plein les fouilles». C'est vrai. Hem et en fait, ce que tu nous dis là, c'est que, toi, ayant travaillé en promotion immobilière et ayant vu l'envers du décor, heu, le gain, il est pas si énorme que ça sur la promotion. Finalement, c'est l'intermédiaire de vente qui serait peut-être, le grand gagnant de l'opération? C'est un gagnant, mais c'est un peu tout. C'est la nécessité de faire beaucoup de publicité pour, également d'offrir des cuisines pour attirer les gens, et tout ça, c'est mis dans les budgets. Donc tout ça, la cuisine, elle est pas offerte, hein, au final, elle est dans l'appartement, hein. C'est une ligne dans Mmh. le budget de l'opération du promoteur. Donc toute cette publicité, ces plaquettes, tout voilà, tout ce qu'ils doivent faire en publicité, bah, tout ça, c'est des frais qui s'empilent. Donc c'est plein d'intermédiaires qui viennent se rajouter. Plein de postes de dépenses qui font qu'on arrive à ces prix-là, quoi. Donc, on est parti dans un système un petit peu, effectivement, un peu pernicieux, quoi, où plein de gens interviennent pour vendre un logement. Alors, il y a quelques années, moi, je me suis retrouvée en rendez-vous bancaire avec un conseiller Pinel du réseau de banque, dans lequel j'étais à l'époque. Je préfère pas le citer, mais après Ah je oui, c'est c'est pas pas grave parce que tellement, moi, j'ai c'est pas la fait. banque le Ouais, problème, tu vois? non, C'est j'ai travaillé dans 5 ou 6 banques, donc je vais certainement pas descendre mes anciens employeurs. Donc, mais je non, t'écoute, mais voilà, moi vas-y. non, j'ai pas envie de citer, forcément, le réseau bancaire, mais Mmh. en revanche, heu, donc j'ai fait ce rendez-vous, alors ça a l'air chouette et cetera. Le vendeur nous remet la simulation et là, on comprend rien. Franchement, j'ai rien compris, il y avait 20 pages, de graphiques et cetera. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma sœur qui est conseillère bancaire. Alors elle est conseillère bancaire, professionnelle. Donc les dossiers d'investissement immobilier, en nom propre, personnel et cetera, c'est pas son cœur d'expertise, si tu veux. Par contre, elle sait lire des tableaux d'amortissement. Donc je l'appelle, je lui envoie mon truc, elle me dit: «Alors, franchement, d'une, je comprends rien. De 2, il y a des erreurs partout». Alors je lui avais pointé déjà moi deux trois erreurs, qui étaient dans la simulation. Il y a et voilà, elle me dit: «Il y a des erreurs, à peu près partout». Elle me dit, et bon, j'ai pas de 3, mais et 3, si tu comprends pas, n'y va pas, quoi, quelque chose comme ça. Hem et alors, à ce moment-là, je me suis dit, «Ah bah, si c'est comme ça investir dans le Pinel, si on essaye de nous la faire à l'envers, moi j'y vais pas, quoi». Enfin, tu vois, j'ai fait un refus d'obstacle. Je me suis pas dit: «Je vais essayer de trouver, peut-être un autre interlocuteur, Mmh. qui est peut-être plus professionnel». J'ai mis tout le monde dans le même palier à ce moment dans le même panier à ce moment-là, en mode, on veut m'enfumer et bah, j'y vais pas, du coup. Bah, écoute, je trouve ça plutôt sain comme réaction parce qu'en fait, quand on comprend pas, faut pas y aller, hein. C'est comme tout, hein. Je pense que si on comprend pas une chose, enfin moi personnellement, quand je comprends pas, j'y vais pas non plus. Quel que soit le type d'investissement, même si on me fait miroiter un taux extraordinaire de rendement, si on n'arrive pas à m'expliquer quelque chose qui me soit, compréhensible, je n'y vais pas non plus. Donc je trouve que c'est plutôt sain comme réaction. Alors après, effectivement, la vente de Pinel, c'est souvent, les conseillers, ils utilisent souvent des logiciels, qui sont toujours en général à peu près les mêmes d'une banque à l'autre ou des conseillers en gestion de patrimoine. Il existe 2 grands types de logiciels et les rapports qui sont sortis, parce qu'on appelle ça des rapports, font une douzaine de pages et ont tendance à noyer les gens. J'en ai tout à fait conscience parce que moi-même j'utilisais, bah, ces outils quand j'étais dans la banque, mais je les aimais pas. Donc en fait, j'avais, trouvé un fichier Excel tout simple que j'avais créé moi-même et en une page, j'expliquais aux gens. Je leur disais: «Bah, voilà, ça fait tant de trésoreries entrantes, tant de trésoreries sortantes» et à la limite, je leur parlais de taux de rendement interne parce que certains, voulaient savoir quel est le rendement global de leur opération en intégrant l'économie fiscale. Donc ça, c'est une notion qu'on appelle le taux de rendement interne. À la limite, je leur donnais, mais c'est tout. Après, je me disais, si je suis pas capable d'expliquer ça en une page, de faire comprendre à la personne, je le rapport de 12 pages avec des beaux schémas, des parasols pour certains, parce qu'ils mettent des parasols et cetera. Voilà, moi ça m'intéressait pas. J'aimais pas ces logiciels-là. Mais après, s'ils sont bourrés d'erreurs, c'est pas le logiciel qui fait une erreur, c'est effectivement, Non, la non, là, je personne me qui suis fait la simulation qui a mal rentré tout ses à fait, paramètres, parce qu'il y a plein de tout à paramètres à fait. rentrer. En fait, dans ces simulations, il faut mettre,
Est-ce qu'on estime que le loyer va évoluer pendant la durée? Est-ce qu'on estime que l'immobilier à la revente va évoluer? Donc, on prend plein d'hypothèses en fait là-dedans. Les personnes peuvent très vite effectivement commettre des erreurs quand ils rentrent tous ces paramètres. Mais en l'occurrence, les logiciels fonctionnent très très bien. C'est l'usage que peut en faire le conseiller et aussi l'explication claire qu'il peut donner après sur ces simulations qui fait la différence. Et tu as raison de me dire, enfin, c'est un message aussi que j'ai déjà fait passer dans d'autres épisodes, mais le fait de dire, bah, si vous comprenez pas, n'y allez pas en fait. Et c'est essentiel. Des fois, je sais qu'on peut se retrouver devant un conseiller bancaire et de se dire, bah, lui, il sait, et moi, je sais pas. Mais lui, voilà, lui, c'est l'expert, et comme c'est l'expert, je vais lui faire confiance. Je dis souvent, à titre personnel, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Et du coup, effectivement, on peut pas se permettre de faire confiance à un expert qui peut-être se dit expert, qui est peut-être pas si expert que ça, qui lui aussi a le droit de faire des erreurs, voilà, dans la simulation, etc. Mais sur le principe de faire un investissement qui va vous engager sur une longue période et qui va avoir un impact énorme sur votre endettement et du coup va peut-être vous empêcher de faire d'autres projets sur au moins les 6 prochaines années. Faut avoir ça en tête aussi. Du coup, vous pouvez pas vous permettre de vous en remettre à l'expertise, et je mets des énormes guillemets, même si on me voit pas, d'une personne si vous n'êtes pas si vous n'avez pas une pleine compréhension de ce qui est en train de se jouer avec cet investissement, quoi. C'est vraiment, vraiment important. Et faites surtout pas le syndrome de « il était gentil », il m'a bien reçu avec un café à l'agence. Et du coup, j'ai pas osé dire non. Non, mais il y a des gens, et j'en vois tous les jours, et ça n'est pas du tout risible en fait, mais je me retrouve. Les gens me disent, j'ai pris une ligne de crédit parce que j'ai pas su dire non à mon conseiller ou à ma conseillère. Mmh. Alors c'est vrai, c'est vrai que c'est important, mais dans tout domaine, pareil, j'achète une voiture, je vais pas acheter si le concessionnaire, il a beau être très gentil, je vais pas forcément prendre cette voiture-là. Il faut évidemment bien réfléchir parce que c'est très engageant effectivement. Un prêt, souvent, c'est sur 20 ans, même si des fois on revend l'investissement en cours de route. Faut réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans ces opérations-là parce que c'est peut-être, un changement de voiture que je pourrais pas faire. Je pourrais pas refaire un crédit conso parce que je serais au taquet de mon endettement. C'est peut-être un voyage que je pourrais pas faire parce que tous les mois, ben, je m'étais pas rendu compte, mais je suis obligée de mettre au bout, parce que le loyer suffit pas effectivement à rembourser le crédit. Donc je suis obligée de faire un effort de trésorerie tous les mois et c'est des vacances que je ne ferai peut-être plus. Donc Ou c'est effectivement je m'empêche de quitter mon job, de me lancer, sur, une activité voilà, indépendante parce il que, mon chômage, bah, si je touche le chômage au lieu de mon salaire, je vais avoir un taux d'endettement qui va exploser, je vais avoir le couteau sous la gorge. Ça aussi, je vois ça, tous bien les sûr. jours. Mmh. Donc, Non, non, c'est lourd de conséquences. Après, c'est l'immobilier, c'est un des vecteurs les plus intéressants quand même pour investir. C'est ce qui nous permet de préparer notre retraite, faut pas l'oublier, parce que pour moi, j'ai toujours dit à mes clients que la réduction d'impôt, c'était la cerise sur le gâteau et qu'on ne devait pas investir pour cette réduction d'impôt. C'est effectivement souvent ce qui a fait venir les gens en rendez-vous, mais je leur explique que ça ne peut être qu'un accessoire. Il faut vraiment bâtir son immobilier en pensant à quoi ça va m'aider. Donc, est-ce que ça va être de la préparation de retraite? Ça peut être plein de choses, mais en tout état de cause, il faut avoir un vrai objectif autre que le seul avantage fiscal, en fait. et d'ailleurs, en parlant d'avantage fiscal, il y a un mécanisme qui est assez peu, explicité, où je trouve aussi que les vendeurs manquent de transparence. C'est ce phénomène de, en fait, certes, il va y avoir une réduction fiscale, mais avant qu'il y ait une réduction fiscale, il y a une augmentation fiscale. Ah ouais, ouais. Ben oui, 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 c'est ce que, en fait, pour faciliter la vente, certains font pas les simulations en 12 pages et sont alors beaucoup plus directs, mais oublient certaines choses. Ah, tu es C'est-à-dire, gentille avec le mot ouais, direct, dites donc. donc C'est c'est très consensuel, hein, tout le monde l'aura ouais, compris. ouais, ouais, je veux pas non plus, voilà, c'est pas un métier simple non plus, hein, c'est pas tous les jours simple de Non, travailler dans ce mais domaine, mais t'inquiète pas, effectivement, je veux bien taper sur le dos. On peut faire le good cop, bad cop, il y a pas de souci. donc certains font un raccourci, c'est-à-dire qu'ils disent, bah voilà, sur 20 ans, vous avez tant de remboursements, le loyer, vous allez recevoir tant.
Et puis la réduction d'impôt, mes 4 000 euros, je les divise par 12, les 2% de réduction dont on a parlé Ouais. un peu plus tôt. Mes 4 000 euros, je divise par 12, voilà, ça vous fait tant en moins sur votre d'efforts de trésorerie à faire. Mais c'est pas aussi simple. Si c'était aussi simple que ça serait bien. Mais effectivement, en France, qui dit nouveau revenu dit imposition. Donc en fait, les loyers que vous touchez, ça va créer ce qu'on appelle des revenus fonciers. Donc, sans vouloir être trop technique, en fait, vous devez déclarer ces loyers, vous déduisez certaines charges que sont les charges d'intérêt, d'assurance, alors pas les remboursements de prêts, hein, pas la totalité, juste la part à l'intérieur de votre remboursement qui correspond aux intérêts et aux assurances, et tous les charges, par exemple, de mise en location, la taxe foncière, tous ces frais-là. Et une fois que vous avez déduit tous ces frais, ça s'appelle un revenu foncier. Ce revenu foncier, il va s'additionner à vos salaires. Donc, on comprend bien qu'un revenu foncier qui est positif, il va se rajouter à vos salaires ou vos BIC si vous êtes commerçant, peu importe. Et donc, forcément, avant même d'avoir la réduction d'impôt, vos impôts, ils augmentent parce que vous avez un revenu foncier à déclarer. Donc, finalement, vos 4 000 euros de réduction d'impôt, l'impact n'est pas aussi direct. Il faut déjà tenir compte du fait qu'il faut déjà gommer l'impôt qui a été créé par ces loyers. Et au final, ce n'est pas 4 000 que je vais pouvoir véritablement déduire de mon opération, c'est moins puisqu'il aura fallu déjà neutraliser les revenus fonciers. J'espère que je suis claire. T'es très claire et moi j'ai envie d'aller challenger un peu certains auditeurs sur la fiscalité j'ai presque envie même de rentrer un petit peu dans le détail parce que les revenus fonciers dont tu parles, c'est des revenus qui sont j'ai presque envie de dire ultra fiscalisés. La fiscalité sur les revenus fonciers, elle est assez importante. Donc une fois que les charges sont effectivement déduites, soit au réel, soit c'est un forfait d'abattement qui s'applique. L'imposition sur les revenus fonciers, c'est 17,2% de CSG-CRDS, on ne peut pas y couper, ça c'est toujours. Non, toujours. Auquel on rajoute le taux de sa tranche marginale d'imposition. Il y a plusieurs tranches marginales d'imposition en France, le 0%, pour ceux qui ne sont pas imposables, 11, 30, 41, 45. Beaucoup des gens qui investissent en Pinel sont dans la tranche 30. Oui, c'est vrai. Tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Donc, 30% plus 17,2%, ça fait que vos revenus fonciers, une fois les charges déduites, sont taxés à 47,2%. Donc, c'est ça. Donc, j'avais envie quand même d'appuyer là où ça peut faire mal, parce qu'il faut se rendre compte que donc il y a une bonne partie, alors tout se joue dans les charges que vous allez déduire, mais donc il y a une bonne partie de ces revenus fonciers supplémentaires issus des loyers que vous allez percevoir qui va de fait être taxé et pas qu'un peu, comme on dit. Et seulement ensuite, la réduction fiscale est appliquée sur la totalité de l'impôt final que vous avez à payer. Et c'est d'ailleurs toi qui m'avais expliqué quand on avait préparé l'épisode, effectivement, il y a toujours ce phénomène d'impôt qui augmente d'abord, et pas qu'un peu, comme je dis, et ensuite qui va baisser avec la défiscalisation. Et ça vraiment, si vous avez un conseiller vendeur de Pinel qui vous a, qui est totalement transparent sur le sujet, en général, ça refroidit pas mal, quoi. Alors, c'est toujours pareil, il en reste. Une fois que la réduction d'impôt va dépasser les impôts qui ont été augmentés, donc il en restera de ces réductions. Mais on ne peut pas dire que la réduction d'impôt va venir totalement vous aider. C'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Mais comme je disais, je le disais tout à l'heure, l'impact fiscal, c'est que la cerise sur le gâteau. Il faut le penser autrement, le projet. Il faut le penser plus globalement. C'est effectivement un aspect qui vous aide dans le financement du projet, mais c'est pas ça l'essentiel. Donc, il faut vraiment prendre tous les aspects de trésorerie de l'opération pour bien comprendre là où on va, quoi. Alors, du coup, parlons un peu de performance du Pinel. Tout ça étant dit, donc, ce que je vais gagner en revenus finalement supplémentaires avec mes loyers, même s'il y a une incidence fiscale et la défiscalisation, tout ça inclus, on arrive à des rendements de combien à peu près? Tu as un rendement moyen de combien sur une opération Pinel, toi en tout cas dans ton secteur?
Le secteur rennais, aujourd'hui, les appartements type 2, le rendement, il est inférieur à 3%, très clairement. C'est-à-dire que si on investit sur la ville même de Rennes, on a des difficultés à trouver des rendements supérieurs à 3. Alors, je ne tiens pas compte de la réduction d'impôt, parce que si je tiens compte de la réduction d'impôt, il faut faire ce qu'on appelle un taux de rendement interne, donc c'est-à-dire une actualisation de flux, voir sur la durée, prendre une hypothèse de revente et voir, par exemple, si je revends au même prix, quel serait le véritable rendement de l'opération. Là, il faut que je regarde tous les flux. Mmh. C'est ce qu'on appelle une actualisation de flux. Donc là, il y a plein de paramètres à prendre. Donc je peux pas dire comme ça, ce serait, ça n'aurait aucun sens. Il faudrait que je dise, bah voilà, j'ai pris une hypothèse, comme quoi je revends le bien au même montant dans Ouais. 15 ans, etc., etc. Et là, on va y passer un temps fou. Il va falloir que je fasse la simulation des 12 pages dont on parlait tout à l'heure. Et on va Euh, perdre tout le monde. Ouais, exactement. Mais bon, si on parle juste du loyer, c'est moins de 3% sur un appartement aujourd'hui sur Rennes. Moins de OK. 3%. Alors, il est temps qu'on s'intéresse de plus près à la façon dont toi, tu as décidé de faire du Pinel au sein de ton entreprise de Bâti Patrimoine. Hem, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, tu proposes à tes clients de faire leur propre Pinel, donc de faire du Pinel, pardon, sans promoteur immobilier. Comment c'est possible? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors j'en parle d'autant plus facilement que je fais pas, là pour le coup, je vais pas faire de publicité puisque en fait mon régime s'arrête au 31 décembre 2020 donc c'est même pas l'instant pub. Je parlais de mon passé puisque bientôt je pourrai plus le faire. Donc en fait, tout simplement, j'ai utilisé dans la loi de finances, c'est ce que je disais, on pouvait faire plusieurs choses. On pouvait faire soit acheter un appartement, ce que la plupart des gens font, soit faire de la réhabilitation, soit un changement de destination, ou alors construire par soi-même. Donc tout simplement, bah, j'ai accompagné les gens pour trouver un terrain et après construire une maison. Alors, ça paraît simple, mais comme on a un zonage à respecter, bah, en fait, c'est déjà très difficile de trouver un terrain pour Mmh. respecter le zonage. Donc là, très compliqué. Donc j'inscris les gens sur des listes d'attente sur des lotissements. Je fais des démarches auprès des aménageurs pour voir s'il n'y a pas des retours terrain, etc., etc. Donc, j'ai une activité finalement de mandataire immobilier, d'agent immobilier, où je vais venir trouver le terrain. Et contrairement à un promoteur, c'est pas moi qui vais l'acheter. C'est-à-dire que je suis agent immobilier, c'est vraiment le client qui va venir l'acheter en direct. Donc, c'est plutôt bénéfique parce que finalement, si j'avais acheté le terrain, j'aurais payé les frais de notaire. Il aurait fallu que je répercute ces coûts à mon client. Donc là, c'est gagnant, c'est du direct. Hein. Le client va venir acheter en direct son terrain et avec un conseil global, c'est-à-dire que quand je trouve un terrain, je lis ce qu'on appelle le cahier des charges du lotissement où on dit, bah voilà, il faut telle toiture, il Mmh. faut voilà, telle forme de maison, etc., etc. Et la personne qui, normalement, ben, en ayant un terrain, n'a pas d'idée par rapport à ce cahier des charges de combien pourrait coûter le bien, ben moi, je vais lui checker à peu près le coût de l'opération et lui dire, bah voilà, avec ce type de maison, vous allez pouvoir louer tant, parce que j'ai étudié le marché locatif. Vous allez pouvoir revendre tant dès le lendemain si jamais vous avez un problème. Donc, l'opération pour moi est viable. Et surtout, la construction, je l'estime à temps parce que là, j'ai un toit terrasse ou là, j'ai au contraire un toit monoplan qui va coûter moins cher, qu'on va pouvoir utiliser, etc., etc. Donc, finalement, je balise aux particuliers le projet d'un point de vue fiscal, d'un point de vue coût construction, du point de vue du rendement, donc sur tous ces aspects, la personne va pouvoir se positionner plus facilement sur le terrain et puis se laisser conduire dans cet investissement Pinel. Alors, moi, je comprends ton rôle là de mandataire immobilier pour trouver le terrain. Heu, la construction, est-ce que tu aides les clients? Qui fait le suivi de chantier? Est-ce que tu leur trouves, un constructeur? Comment ça se passe? Alors, dans les premières années, on va dire, allez, pendant 1 an et demi, 2 ans, je m'appuyais sur ce qu'on appelle des maîtres d'œuvre, donc des gens qui organisent les chantiers, parce Mmh. que c'était pas mon métier. Très clairement, je venais de la banque, Ouais. je venais de la finance, le monde de la construction, je ne le maîtrisais pas, je ne connaissais pas les rouages. Je connaissais des artisans, mais voilà, parce que j'avais moi-même construit, mais pas assez pour me dire, je vais me lancer. C'était pas mon cœur de Mmh. métier. Et puis la société a pris tellement d'ampleur, hein, on a grossi, qu'à un moment donné, les maîtres d'œuvre avec qui je travaillais m'ont dit, Nathalie, tu nous asphyxies, on ne travaille plus que pour toi, Ouais. je peux plus prendre de Ce qui est projet. pas Donc sain, ouais, ouais, voilà, tout à donc fait. au final, je travaillais avec un maître d'œuvre, puis deux, puis trois, et puis à un moment donné, j'ai dit stop, c'est pas bon, je suis en train de me disperser. Donc j'ai créé il y a 3 ans et demi une société de maîtrise d'œuvre. Donc je me suis dit bon allez, je suis pas plus bête qu'une autre. Bon, je suis quand même une femme, ça c'était pas forcément gagné dans le monde de l'artisanat.
Il y en a un certain nombre qui se sont dit: «Oh celle-là, elle va pas durer longtemps», parce que c'est quand même un milieu assez masculin. Et puis, je me suis dit: «Bon allez, je suis pas plus bête qu'une autre, je vais m'entourer» et puis voilà, donc j'ai recruté conducteurs de travaux, dessinateurs et cetera et puis j'ai monté ma société de maîtrise d'œuvre et aujourd'hui on gère de A à Z au final, le fait de trouver le terrain plus de construire et de livrer les maisons. On suit tout le process. Donc c'est alors tu te rémunères par mandat, d'agent immobilier d'abord sur la 1re phase Oui, et ensuite, bah, tu es rémunéré au titre, de ta prestation de de suivi de maîtrise chantier. d'œuvre Voilà, voilà, tout à OK. fait. J'ai 2 sociétés en fait, j'en ai une qui est agent immobilier gestionnaire de patrimoine, parce que je fais également les déclarations de revenus de mes clients, gratuitement la première année pour les aider. Puis après je leur dis: «Bah, vous essayez de comprendre comment j'ai fait, puis vous faites les suivantes». C'est Mais en dommage tout que tu arrêtes, hein, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de Rennais que ton histoire aurait plutôt intéressé, mais Ouais, 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 ouais. Et puis effectivement, ma société de maîtrise d'œuvre prend le relais une fois que le permis de construire est obtenu. On suit le chantier. Donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a 39 maisons en cours de construction. donc en fait, ton client, il achète, donc un terrain et une maison neuve, pour un prix marché, tu vois? Oui, Enfin, exactement. pour un prix Ouais, marché. ouais, OK. ouais. En fait, c'est la Parce que grosse finalement, les différence. frais d'agent ouais, Ouais. le mandat immobilier, bah, il l'aurait payé avec n'importe quel agent immobilier. Donc, Alors, tu vois, c'est pas sauf des s'il frais avait trouvé supplé lui-même son terrain, mais c'est tellement oui, difficile aujourd'hui de trouver un terrain à Rennes que si, il n'est pas accompagné, il peut passer 4 5 ans avant OK. d'être, voilà, ouais, il y a plein de communes où c'est quasiment impossible. Donc, moi, je connais l'état des communes où on peut absolument pas obtenir un terrain et ça évite que les gens perdent un temps fou à essayer d'obtenir, sur une commune où de toute façon, ils n'obtiendront jamais de terrain. Donc je les accompagne pour leur expliquer quelle est la philosophie de chaque aménageur, chaque commune et ils gagnent un temps infini et ils peuvent monter plus Mmh. rapidement leur opération. Mmh. Et tout ce qui est de l'ordre du coup de la construction et de la maîtrise d'œuvre, c'est des coûts que de toute façon, la personne aurait dû, assumer. Alors les gens des fois enfin, il y a des constructeurs qui font la maîtrise d'œuvre eux-mêmes. Il y a certains, particuliers qui, peuvent aussi, assumer enfin plus un suivi de chantier. Mais disons que ça fait pas exploser un budget. Enfin n'importe qui pourrait dépenser ces frais-là de toute façon, Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que je suis sur les prix même de quelqu'un qui construirait une maison pour de la résidence principale, bah, oui. il obtiendrait les mêmes prix. Alors j'ai pas fait le choix aujourd'hui d'accompagner des gens dans de la résidence principale parce que j'ai pas envie de chercher des terrains pour des particuliers qui veulent en faire leur résidence principale parce qu'on pourrait se dire pourquoi pas, mais j'ai pas fait ce choix-là. Mais du coup, j'ai les mêmes coûts de construction que si cette maison était destinée à effectivement être leur résidence principale. Donc j'ai pas le système pernicieux du Pinel où on est en train de construire pour faire du locatif, pour faire de l'investissement. Là, on est revenu dans un milieu qui est tout autre, qui est celui où j'ai un lotissement où les 3 quarts sont vendus à des gens, qui vont y habiter, quoi, hein. Il y a un élément un facteur durée aussi quand tu achètes un appartement en Pinel, en VFA. En général, c'est minimum 2 ans parce que les commercialisations se font vraiment tôt et les appartements, les meilleurs peuvent partir assez vite. Donc faut attendre 2 ans avant que ton immeuble sorte de terre, avant que du coup tu puisses commencer à défiscaliser. Bah, d'ailleurs, enfin, tu commences aussi à rembourser ton prêt au bout de 2 ans, hein. Là, les délais sont un peu plus courts entre trouver le terrain, les permis, la construction en elle-même, tu arrives à avoir des délais un peu plus courts? Alors un promoteur, effectivement, on estime qu'un immeuble de taille moyenne, c'est à peu près 18 mois et comme il commercialise à peu près, 6 mois en amont, ça peut effectivement, si vous êtes au tout début de la commercialisation, vous pouvez vous retrouver avec 2 ans d'attente, voire un peu plus si ça dérape au niveau du chantier, avant de commencer à toucher des loyers. Donc ça peut être très long si vous êtes en début de commercialisation chez un promoteur. En revanche, si vous achetez en fin de commercialisation ou si l'immeuble a déjà démarré, vous pouvez vous retrouver avec un délai, de 9 mois, de 10 mois ou même des Ouais, fois, tout à ce fait. qu'on appelle des queues de programme, des appartements qui n'ont pas été vendus et au final, vous allez toucher les loyers dès que vous passez chez le notaire. Donc, tout est Mmh. possible chez un promoteur. Ça dépend à quel moment vous arrivez dans la commercialisation du programme. Dans la maison individuelle, il y a déjà le délai pour trouver le terrain. Il n'est pas du tout le même selon la période. C'est-à-dire que quand j'ai démarré il y a 5 ans, je trouvais un terrain à peu près en un mois. Donc, super. Et cette année, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'avec la Covid, tous les lancements de lotissements se sont arrêtés.
Donc cette Oui. année, bah, j'avais plein de gens pour qui je devais trouver des terrains en début d'année. Bah, au final, j'arrive en fin d'année, je n'ai pas eu ces terrains. Donc là, c'est l'année catastrophe cette année. En Mmh. revanche, l'année dernière, voilà, je prenais en général, allez, 2-3 mois pour leur trouver un terrain. Et OK. après, le temps d'obtenir un permis de construire, plus le délai de construction, on était sur on va dire, du 1 an et demi. Ah oui, quand même, Mmh. d'accord. Ah bah, une maison, il faut le temps de la construire tout de même, d'inscrire le permis de construire. Donc, de toute façon, une maison, c'est grosso modo 12 mois, plus l'instruction du permis de construire, 4 mois. Donc voilà, plus le fait de trouver le terrain. On arrive aux 18 mois quand même. Et alors, en passant par ce système-là, où, Mhm. on comprend bien que tu achètes une maison neuve à prix marché, mais tu peux appliquer, enfin non, tu as les mêmes plafonds de loyer, d'ailleurs applicables. Mais du coup, tu te situes où en termes de rendement à ton avis? Enfin, j'imagine que vous avez fait ce calcul, mais en Oui, moyenne, sur ce type de projet, du coup, toi, tu arrives à atteindre des rendements qui sont de quel ordre? ben, en fait, le coût terrain plus construction, aujourd'hui, si je parle des prix d'aujourd'hui, parce que ça a évolué bien évidemment en 5 ans, mais aujourd'hui, on sort des opérations qui sont à peu près à 2 400-2 500 € du mètre carré, alors que l'appartement type 2, vous l'achetez à Rennes 6 000 € du mètre carré. Donc, vous voyez, c'est 2 fois moins cher. Donc forcément, le rendement est plus important. Une maison de 110 mètres carrés à Rennes, je vais la louer à peu près 950 €. C'est un projet qui va me revenir à peu près à 265 000 euros. Un appartement à Rennes, c'est 230 000 à minima, avec un loyer de 500. Donc j'ai le double de loyer quasiment sur une maison. Ah J'ai un ouais! prix de construction qui est 2 fois inférieur à celui de mon appartement. Donc un prix d'achat qui est plus attractif au mètre carré. Donc Ouais, finalement, rapport au mètre carré, ouais. en mettant allez, 30 000 € de plus, j'arrive à doubler le rendement, j'arrive à diviser par deux le prix de revient de l'opération. Donc j'investis un petit peu plus, mais voilà, j'ai un rendement qui est sans commune mesure. Donc tu vas facilement avoir des rendements peut-être de l'ordre de 5-6? Ouais, c'est ça. Si je parle juste du revenu locatif, hein, je suis à plus de 5% de rendement sur mes maisons. Et après, bah, toujours pareil, si on parle de taux de rendement interne, taux de rendement interne, l'actualisation de flux, etc., bah, des fois, je ne peux même pas calculer le rendement parce que j'avais des plus-values dès le lendemain sur mes maisons de certains lotissements de 70 000, 80 000 euros dès le lendemain. Donc, du coup, c'est plus de 100% de taux de rendement interne. Donc, je ne peux même pas calculer le taux de rendement interne. C'est une Mmh. équation qui ne matche pas. C'est trop rentable, en fait. Donc, je ne peux même pas lancer de taux de rendement interne. Donc, ça paraît, ça fait sourire, mais c'est le cas. Je ne pouvais pas le calculer, ça, voilà. Qui est ton client type? Alors, je vais parler aussi au passé du coup, mais, qui était ton client type sur, la maison Pinel? Alors, ben, assez, on pourrait se dire, bah, il y a que les riches qui investissent, mais assez bizarrement, non, j'avais un peu tout le spectre, hein, et c'est ça qui me faisait plaisir aussi. C'est-à-dire que j'avais des jeunes actifs qui étaient propriétaires de leur résidence principale et qui pensaient un peu retraite et qui se disent qu'on allait forcément pas être bien servi le jour où on sera à la retraite quand aujourd'hui on a 25-30 ans, on se dit que les régimes de retraite, ça risque de se compliquer quand même à l'avenir. Et donc j'ai des jeunes qui ont tout à fait conscience de cet aspect-là, qui sont venus me voir en me disant, bah voilà, on paye des impôts, mais au final, pas tant que ça. On paye 2 500 d'impôts. Est-ce que vous pensez que pour nous, c'est intéressant de faire du Pinel? Et moi, là, je leur disais, bah, vous avez tout compris. C'est-à-dire que la carotte fiscale, c'est effectivement, vos 2 500 €, vous n'en aurez plus après. L'opération va vous permettre de les gommer, mais c'est pas seulement ça. Ça va vous aider à préparer votre retraite. Donc là, j'avais ce genre de client-là, et cette clientèle que j'adorais accompagner parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément les plus gros revenus. Mais c'est voilà, ils font l'effort d'investir pour se donner un meilleur avenir par la suite. J'avais beaucoup de quarantenaires quand même qui avaient bah, eux plus d'impôts, qui payaient des impôts de 7, 8 000, 10 000 € d'impôts. Donc beaucoup de gens qui ont une quarantaine d'années. Et puis il m'arrivait de temps en temps d'avoir des retraités aussi, plus Mmh. rarement. Des gens qui avaient de l'épargne en banque, qui trouvaient que c'était pas assez rémunéré, parce qu'en fait les contrats d'assurance vie, les fonds euros se sont quand même ça a bien descendu les rémunérations. Donc, Oui. pour faire du sans risque, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions dans l'épargne classique. Donc, du coup, ces gens-là ben, préféraient désépargner et se dire, bah, en plus, je vais avoir une réduction d'impôt, je vais avoir un meilleur rendement de mon épargne. Donc, ils achètent cash. J'ai des gens qui achètent sans Ah faire oui, d'emprunt. OK. Mmh, mmh. Et est-ce qu'on peut faire du déficit foncier avec le Pinel?
Ah, non, parce qu'en fait, Ah. le déficit foncier, c'est un régime, c'est quand on fait des travaux, quand on a une grosse enveloppe de travaux d'amélioration qu'on peut déduire. Or, en Pinel, on ne fait pas de travaux d'amélioration, c'est des travaux de construction et ce n'est pas déductible. Donc, en fait, on ne fait pas de déficit foncier en Pinel. Et donc, ça n'arrive jamais que le montant du gain fiscal soit supérieur à l'imposition. Tu vois, tu me parlais de clients à toi qui avaient 2500 et quelques euros Ah d'impôts. oui, alors c'est une réduction en Pinel, je comprends Ah, le ok, sens de ta on parle question. pas de C'est déficit pas, foncier. Ok, d'accord. ouais, non, c'est autre chose, c'est deux notions différentes. Donc une réduction d'impôt, c'est pas un crédit d'impôt. Alors par exemple, vous avez des frais de garde pour garder vos enfants. Si jamais ça dépasse le montant de votre impôt, c'est ce crédit d'impôt, bah, l'État va vous faire un virement. Vous allez avoir une belle Mhm. surprise, on vous rend de l'argent. En revanche, en réduction Pinel, c'est pas un crédit d'impôt, c'est une réduction. Ça veut dire que si ça dépasse le montant de votre impôt, on ne vous restituera pas le delta. Il sera perdu. Donc, j'ai une réduction d'impôt de 4 000 et j'avais une imposition de 2005. Ben, les 1 500 € de différence, on ne vous fera pas un chèque. C'est perdu. C'est pas reportable, rien du tout. Non, non. Ça l'était par Ok, le passé dans d'accord. certains régimes et ils sont venus supprimer cet aspect-là de la loi fiscale. Bon, bah, désolée pour ceux qui nous écoutent et qui pensaient pouvoir réduire à néant leurs impôts, voire même se toucher un chèque à la fin de l'année, le cadeau de Non, Noël non, avec le Pinel, on ne peut du pas. fisc. Non, non. Ok, ok. Alors, parlons un peu de cette nouvelle activité. Alors, avant de parler de la nouvelle activité, il faut que tu nous en dises un peu plus. Il y a eu effectivement, et tu me l'as appris quand on a préparé cet épisode, parce que j'en avais absolument aucune idée, il y a eu un changement législatif qui est intervenu sur le Pinel, qui rend ton activité maison Pinel quasiment, enfin pas quasiment, qui la rend inopérante. C'est pour ça que tu as décidé d'arrêter l'activité à la fin de l'année. Mais que vas-tu faire? Mais que vas-tu faire, Nathalie? Tous les auditeurs sont pendus à tes lèvres. Oui, effectivement, l'État a décidé de soustraire la maison individuelle au dispositif Pinel. Donc, ça veut dire que même un promoteur qui voudrait vendre des maisons en VFA n'aurait pas le droit de faire bénéficier les gens de la réduction Pinel. Donc, c'est passé en fin 2019. Ils ont décidé d'exclure la maison individuelle et pour tous les permis déposés après le 31/12/2020. Donc là, j'arrive sur la fin de mon activité en Pinel. Bon, j'ai quand même des gens qui ont compris que l'avantage fiscal, c'est la cerise sur le gâteau et que même si on n'a pas d'avantage fiscal, ça peut être intéressant de construire une maison. Donc j'ai des gens qui reviennent me voir et qui me disent, bon, il n'y a pas de réduction d'impôt, mais c'est pas grave, on va quand même faire un investissement en maison. Donc j'ai cette clientèle qui commence à revenir là. Il y a eu un petit moment de flottement pendant 4-5 mois parce que voilà, les gens, c'est toujours difficile de se dire, j'aurais investi l'année dernière, j'aurais eu en plus la réduction d'impôt. Mais voilà, donc je vais continuer à faire un peu de maison. Mais du coup, j'ai voulu me diversifier parce que je me suis dit que là où aujourd'hui on faisait la queue un petit peu devant chez moi pour me dire allez, trouvez-moi un terrain, ça allait être plus compliqué pour moi. Donc j'ai décidé de me mettre sur un nouveau créneau. J'ai cherché un investissement toujours dans l'immobilier parce que pour mes équipes, il fallait pouvoir utiliser mes effectifs à ce niveau-là. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la rénovation d'appartements pour faire de la colocation étudiante. Rennes, c'est une des premières villes étudiantes de France. La population, c'est un tiers d'étudiants. On a une forte pénurie de logements. Un tiers? Voilà, ouais, 69 Ah la 000 vache! étudiants à Rennes pour une population de 220 000 habitants. Donc, tous les ans, c'est la guerre OK. pour trouver un logement pour ces étudiants. Et du coup, j'ai décidé de me lancer là-dedans parce qu'en fait, le rendement est très, très important. Cette fois-ci, il est à plus de 6%, puisque un logement où vous louez plusieurs chambres étudiantes, forcément, va se louer plus cher que si vous avez loué une famille. Et en plus, là, je vais faire du déficit. Pour le coup, on parlait de déficit tout à l'heure. Je vais rénover le logement. Je vais pouvoir déduire également tout ce qui est frais de notaire, puisqu'en meublé, on a le droit de déduire les frais de notaire, les frais d'agence immobilière. Donc, je ne vais pas faire de la réduction d'impôt, mais je vais faire de la non-fiscalité pendant plusieurs années. Je vais permettre aux gens de toucher de forts loyers, un fort rendement, sans fiscalité. Donc, c'est un peu différent, mais c'est également très intéressant. Tu proposes aux gens de devenir loueur meublé non professionnel, enfin de le faire sous le statut LMNP? Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, ils peuvent le faire aussi en professionnel, mais pour l'instant, j'ai pas rencontré cette clientèle-là. Ouais, ouais, Mais ouais. voilà, premier investissement, donc loueur en meublé non professionnel. Donc là, c'est de la location meublée. Cette fois-ci, on met des meubles. Ouais. Ah, sans rentrer dans le détail pour les auditeurs, peut-être qu'on fera un jour un épisode sur la location meublée, le statut. C'est LMNP. Il y a même certaines personnes qui considèrent que c'est une niche fiscale tellement que c'est avantageux.
donc de louer en meublé sous ce statut-là. Donc voilà, on va s'en tenir là, on va pas rentrer plus que ça dans la fiscalité, mais effectivement, ça explique aussi en partie pourquoi peut-être tu peux aller sur des rendements qui sont encore plus importants que ce que tu avais avec la maison Pinel, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et alors là, tu fonctionnes pareil, c'est un mandat de recherche Oui, tout que à tu as fait. avec tes clients? Okay. Les gens achètent aussi en direct, c'est pas moi qui achète, je suis pas marchand de biens. Okay. En revanche, je négocie les prix en amont et une fois que j'ai monté tout le projet, je leur propose un dossier d'investissement où je décris le projet, comment va être le plan avant. Je fais des 3D pour leur montrer ce que ça donnera après. Donc, ils ont un dossier total pour les aider à se positionner, à avoir une idée claire du montant de leur investissement. Et ça fait combien de temps que tu l'as déjà lancé, Oui. hein, cette activité? J'ai lancé Et en ça fait combien de temps? septembre, toujours pareil, en revenant de vacances. C'est pas mal les vacances, hein, pour prendre du recul, hein. Exactement. Et du coup, alors ça a démarré comment? Parce que du coup, là, ça fait quoi? Un peu plus de 2 mois en fait que tu es sur cette activité-là? Comment ça prend? Quels sont les enseignements le bilan que tu peux déjà en faire au bout de 2-3 mois? Eh bien, comme la première fois, je suis pétrie de doutes, c'est-à-dire que je me dis, bah, je sais que c'est une bonne idée, mais est-ce que je vais arriver à convaincre? Est-ce que je vais avoir les Ouais. bons arguments, les bons supports pour simplifier? Parce que j'ai pas l'intention de noyer les gens pour qu'ils achètent sans réellement comprendre ce qu'ils achètent. Donc, pour moi, c'est très important d'être hyper limpide, donc de trouver des supports très résumés. Il faut que tout tienne dans le minimum de pages possible pour que les gens comprennent bien. Et je suis contente parce qu'on a créé tous ces supports-là. J'ai même une petite vidéo qui est en cours où je vais me filmer, ça va être une première, que je vais mettre sur mon site pour aider les gens à décrypter l'investissement avec quelques notions clés. Et je suis assez contente parce qu'on a déjà vendu plusieurs appartements et on commence à avoir une liste d'attente sur les gens qui veulent investir, qui attendent qu'on leur trouve l'appartement pour investir. Donc très contente pour l'instant. Et ça, c'est la classe. Et alors, on en arrive à la question rituelle que j'aime poser à mes invités, qui a pour but d'interpeller les auditeurs. Alors, puisque je te propose et puisque je t'offre la possibilité de parler à peut-être les quelques milliers de personnes qui vont écouter cet épisode, quelle question aimerais-tu poser aux gens, aux auditeurs, pour les interpeller? Alors, moi, c'est très simple. Je leur dirais, est-ce que vous êtes prêts à acheter du Pinel à n'importe quel prix? C'est vraiment la question qu'il faut se poser parce que finalement, cette carotte fiscale, on l'a bien compris, elle est très, 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 très attrayante. Elle donne très, très, très envie. Mais au final, est-ce que vous êtes prêt à acheter quelque chose à n'importe quel prix juste parce qu'il y a une carotte fiscale? Je pense que c'est la vraie question qu'il faut se poser pour savoir si il faut effectivement aller dans cette direction. Mais après tout, si vous avez un seul objectif, c'est de voir votre avis d'imposition avec un chiffre qui baisse, bah, je serais tentée de vous dire allez-y, mais quand même posez-vous les bonnes questions. Ben, merci Nathalie. Honnêtement, j'ai confiance en mes auditeurs et je me dis que s'ils ont écouté cet épisode, il est riche, il est argumenté, tu vois. On n'est pas dans la posture de principe. Tu ne l'es pas. Je pense que je ne l'étais pas non plus. En tout cas, tu as donné de l'eau à mon moulin. Ça aurait pu être malheureusement une bonne opportunité de faire la maison Pinel, mais c'est trop tard, les amis. Donc même ça n'est plus forcément accessible. Rassurez-vous, pour ceux qui aiment les investissements un peu plus peut-être clés en main, où il y a moins de gestion, etc. Il existe d'autres types d'investissements dans l'ancien où on peut faire du clé en main, entre guillemets, si votre préoccupation, c'est de pas trop s'en occuper. Mais voilà, en tout cas, si vous cherchez du rendement et que vous voulez peut-être même éviter de perdre de l'argent à la revente, le Pinel est peut-être pas le bon investissement pour vous. Voilà un peu la conclusion de cet épisode. Merci Nathalie. De rien. Ça a été un plaisir. Donc, les auditeurs rennais et bretons de manière générale pourront te retrouver sur le site de Bâti Patrimoine. Voilà, toutes les descriptions les liens seront en description. Et puis merci d'avoir été la première femme entrepreneuse et investisseuse que. D'ailleurs, toi-même, alors c'est bizarre de relancer des questions à ce moment-là, mais alors, oui. Est-ce que tu en as fait du Pinel?
Bah, évidemment, j'ai commencé par moi Ok, quand même. On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais c'est non, pas là, en ton cas, l'occurrence, ok. j'ai été très égoïste et j'ai commencé par faire une opération pour moi. Ok, t'en as fait qu'une seule ou t'en as fait plusieurs du coup? Non, j'en ai fait plusieurs. Ok. J'en ai fait plusieurs. Bon, bah Mmh. écoute, c'est pour montrer à quel point toi-même tu étais, tu étais convaincu par ce système, parce que si tu l'avais pas fait, on aurait dit oh bah elle est gentille, mais elle nous recommande un truc, mais en fait elle l'a même pas fait. Bon, et ben c'est le meilleur mot de la fin. Je te dis encore merci, et puis je dis aux auditeurs qu'on va bientôt se retrouver pour un nouvel épisode, et que d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous en cette période un peu difficile et de vos finances. Ciao, bye bye. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu, voire même qu'il vous a passionné. Et ce serait dommage de repartir vaquer à vos occupations sans le faire savoir, non ? Vous pouvez donc faire don de cette trouvaille à vos proches en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi crier votre amour de cet épisode au monde entier sur Apple Podcast. Comme ça, vous augmentez par la même occasion mes chances de faire venir des invités encore plus incroyables derrière ce micro pour de futurs épisodes. Pour retrouver Nathalie Thésée, tous les liens sont en description de l'épisode. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!